Donc, vous allez passer, vous allez voir la fistule, vous allez voir l'hémodialyse, la machine, d'accord? Bon, pour la dialyse péritonéale, je vais vous expliquer. Je vais vous faire une autre séance. Alors, je vous promets une chose, c'est de faire une séance de révision. Alors, dès maintenant, je l'ai dit à M. Mazouni, et je le dis encore à votre délégué aussi, si vous avez des questions, des lacunes dans les cours, que ce soit en urologie ou en néphrologie, il faut poser les questions. Alors, sous n'importe quelle forme. Vous m'envoyez un message vocal via M. Mazouni, vous m'envoyez un mail, vous passez, vous me voyez à Wakili Al-Kabon, je réponds à vos questions, il n'y a aucun souci, d'accord? Donc, il ne faut pas qu'il y ait de lacunes. Je répète toujours la même chose, il ne faut pas qu'il y ait de lacunes. Alors, pour l'insuffisance rénale aiguë, alors, les objectifs, parce que ça a été défini comme ça, donc c'est de connaître la définition de l'insuffisance rénale chronique, d'accord? Alors, quand on connaît la définition, après il faut la confirmer, il faut la reconnaître et la confirmer, et après on va donner ses stades, d'accord? Puis on va voir quelles sont ces étiologies. Alors les étiologies, je n'ai fait qu'énumérer sur un tableau, avec des fréquences, des prévalences, parce que les étiologies, ce sont des courbes que vous avez, comme par exemple néphropathie glomérulaire, néphropathie tubulo-interstitielle, il reste néphropathie vasculaire que je dois faire, d'accord? Et les néphropathies héréditaires, on ne va pas vous casser la tête avec ça. Donc ça rentre aussi dans le cadre des cours. On va voir les facteurs de progression, il faut que vous les sachiez, vous êtes en 5e année, et les complications que vous allez comprendre tout de suite. Parce que en suivant le cours, vous allez comprendre les complications et viennent d'où. Et la thérapeutique, Inch'Allah, demain, on la fera. Le plan, donc, c'est les définitions. La définition a un petit peu changé. Il y a eu juste un mot qui a été enlevé, parce que historiquement, on va dire sur la mythologie, dans la mythologie néphrologique, on disait que l'insuffisance rénale chronique est une diminution progressive, c'est-à-dire à l'avance dans le temps, progressivement, c'est-à-dire de moins mal jusqu'à plus mal et jusqu'à sévère, et surtout, elle est irréversible. Ce n'est pas comme l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë, son caractère majeur, c'est sa réversibilité. Si elle n'est pas réversible, elle passe à la chronicité. D'accord? Alors, le DFG, c'est-à-dire le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire la clairance, qui est mesurée par la clairance, est le meilleur paramètre de suivi et de surveillance. Ok? Alors, elle est secondaire soit à une maladie rénale chronique, je vous ai mis les abréviations exprès, d'accord? C'est vrai que c'est un cours magistral, mais normalement on ne fait pas d'abréviation, mais là je vous ai mis exprès parce que dans la littérature, vous allez trouver MRC, d'accord? Vous allez dire, mais c'est quoi ce MRC? C'est maladie rénale chronique, d'accord? Alors, soit à une évolution défavorable d'une insuffisance rénale aiguë. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est soit parce que ce malade, il a déjà une maladie qui a donné une insuffisance rénale d'emblée, et puis elle progresse, d'accord? Soit parce que, alors maladie, je vous dirais par exemple lupus, les maladies de système, tout, le diabète, d'accord, il y a à boire et à manger dans ces étiologies, soit parce que c'est une insuffisance rénale aiguë qui n'est plus réversible et qui s'est dégradée, qui s'est prolongée dans le temps, et donc elle est passée à la chronicité, d'accord? Et malheureusement, ça existe énormément, pas seulement dans notre pays, dans le monde entier, d'accord? Parce que le diagnostic n'a pas été fait à temps et le traitement n'a pas été instauré à temps. Alors, la maladie rénale chronique est définie par une insuffisance rénale supérieure ou égale à 3 mois. Si votre insuffisance rénale, si l'insuffisance rénale de ce patient dépasse les 3 mois à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On passe dans la chronicité, d'accord? C'est-à-dire que, alors, pourquoi 3 mois? Je vous explique d'où ça vient. Ça vient du fait que les insuffisances rénales aiguës, généralement, quand elles sont fonctionnelles, c'est au bout d'une semaine, 2 semaines, et après on a une récupération parce qu'on a traité la cause de l'hypovolémie, de la déshydratation, d'accord? Quand il s'agit d'un obstacle, on a levé l'obstacle, pas plus tard que ce week-end, on a fait l'hospitalisation. On a fait, en fait, j'ai reçu une patiente de 55 ans qui a fait
une pyélonéphrite bilatérale sur urétérohydronéphrose sur obstacle lithiasique. Et donc, elle a fait une insuffisance rénale. Elle avait une créatinine à 105 avec 2 grammes d'urée. On a failli passer par la dialyse, mais finalement, je lui ai dit non, on va l'hospitaliser, on va la traiter. Il ne faut pas la remplir, il faut la traiter avec des antibiotiques à spectre large, c'est-à-dire une C3G, telle que le céfotaxime, et donner juste du perfalgan en cas de fièvre, parce qu'une pyélonéphrite donne la fièvre. L'infection urinaire cystite ne donne pas de fièvre. C'est ça la grosse différence, d'accord? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on l'a hospitalisée. Après, je lui ai dit, demain matin, si elle est stable, on l'envoie directement en urologie, et les urologues m'ont fait un excellent travail. Ils ont fait une levée d'obstacle, une montée de sonde, et la patiente est en train de récupérer sa fonction rénale. Donc, c'est une insuffisance rénale aiguë sur obstacle. On lève l'obstacle et on récupère la fonction rénale. Maintenant, dans l'organique, généralement, que ce soit glomérulaire, tubulaire, interstitiel ou vasculaire, généralement, on a des délais d'observation sous traitement pour dire si elle récupère ou pas. Mais généralement, c'est entre 6 à 8 semaines, c'est 2 mois. Si on dépasse les 2 mois, on se dit, oui, peut-être, voilà, on va laisser encore 2 à 4 semaines. Puis, si on voit qu'il n'y a rien au bout de 12 semaines, ça veut dire qu'elle passe à la chronicité, malheureusement. Et il y a des pathologies qui ne récupèrent pas, malheureusement. D'accord ? Alors, donc la définition, c'est, elle s'est élargie, alors, supérieure à 3 mois, avec soit un DFG, une clearance inférieure à 60 ml par minute, et ou anomalie morphologique ou histologique cliniquement significative. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Morphologique, ça veut dire que quand on fait l'écho ou le scanner ou l'uroscan, on a des malformations, ou alors on voit d'un aspect qui est anormal. Par exemple, des petits reins, soit bilatéraux, soit unilatéraux. Des reins bosselés, par exemple. D'accord, une dilatation. Morphologique, mais il faudrait qu'elle soit cliniquement significative. Ou histologique, ça veut dire que sur l'anapathe, la biopsie, on a fait une biopsie, on a des lésions histologiques, mais cliniquement, quand on dit cliniquement, c'est clinique et biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun retentissement, rien n'apparaît. Ça veut dire que c'est des anomalies histologiques et morphologiques qui sont quiescentes. Elles sont silencieuses. Elles n'ont aucun retentissement. D'accord ? Par exemple, je vous donne un exemple. Morphologique, par exemple, vous avez des lithiases, une dilatation, par exemple, si cette patiente de 55 ans, elle avait déjà son problème de lithiase, d'accord? Mais le problème, elle avait ces dilatations. Mais le problème n'a pas été cliniquement, biologiquement significatif. Elle vivait normalement. On a vu qu'il y avait des bilans avant parce qu'elle était suivie pour ces lithiases, mais il n'y avait pas d'insuffisance rénale, il n'y avait rien sur le plan clinique ni biologique. Mais morphologiquement, on voit qu'il y a une dilatation, la lithiase obstructive. Il a fallu qu'il y ait un événement infectieux pour démasquer tout ça. D'accord ? Maintenant, histologique, je vous dirais par exemple la néphropathie diabétique au début. Bonsoir. Et la néphropathie diabétique, pendant très longtemps, elle est silencieuse. Mais ça ne veut pas dire que, histologiquement, il n'y a rien. C'est vrai que les reins sont de taille normale, toujours, mais quand on fait la biopsie, même très tôt dans le diabète, on voit qu'il y a déjà des lésions. D'accord ? C'est comme la néphropathie lupique, par exemple, au premier grade, c'est-à-dire quand on a le premier stade ou le premier grade, enfin, c'est pas des stades, c'est un grade, on a, par exemple, le grade 1, c'est, en fait, il n'y a aucune lésion histologique apparente, sauf que quand on fait l'électronique, on voit qu'il y a des lésions, d'accord? Mais cliniquement, est-ce que ça apparaît qu'il y a un problème, une atteinte rénale? Non, ça n'apparaît pas, d'accord? Alors, et ou anomalie du sang ou de l'urine, bien sûr, secondaire à une atteinte rénale. Là, c'est clair et net que biologiquement, on a une atteinte rénale. L'insuffisance rénale peut aboutir à l'insuffisance rénale chronique terminale. Quand on dit insuffisance rénale chronique terminale, stade 5, ne veut pas dire forcément dialyse. Qu'on s'entende bien, d'accord? Ou alors le décès, bien sûr, parce que le décès de l'insuffisance rénale chronique, je n'ai pas dit terminale, de l'insuffisance rénale chronique, le décès survient dans quelles circonstances? Si vous le savez. Est-ce que quelqu'un le sait?
Oui, mais ça veut dire quoi? Complications C'est des métaboliques. complications cardiovasculaires qui tuent, et passez-moi l'expression entre guillemets, qui tuent l'insuffisance rénale chronique. C'est son cœur qui le tue en fait. D'accord? C'est des complications cardiovasculaires. Alors, le traitement, bien sûr, se fait par l'épuration. Par l'épuration. Alors, on a fait la définition, on n'avait pas raté grand-chose. Alors, donc, c'est l'épuration ou la transplantation. Le diagnostic d'une maladie rénale chronique, on a 6 étapes. On le fait, c'est-à-dire au départ, on nous a appris, on a lu, on nous a formés pour le faire. Maintenant, ça devient systématique. C'est un peu général pour toute la médecine. Alors, il faut affirmer la maladie rénale chronique. Pour ça, on a des éléments. Préciser son stade. C'est comme je vous ai dit, par exemple, c'est comme dans la pathologie du syndrome néphrotique. J'ai un patient, il me vient avec des œdèmes, une HTA ou pas d'HTA, il me vient avec des œdèmes. Première des choses que je dois me poser cette question, d'où viennent ces œdèmes? Les œdèmes, alors ils sont soit d'origine rénale, soit cardiaque, hépatique. Voilà. Zidou, mazal, les œdèmes. Vous allez faire le TD des œdèmes. Métabolique, c'est général. Métabolique, c'est un terme de la culture générale, de la population générale. Là, on est technicien. Métabolique, ça regroupe beaucoup de choses. On a dit le foie, rénal, cardiaque, zido, digestive, dénutrition, le kwashiorkor, je fais tout pédiatrie. Voilà. Zido, thyroïde, le mixodème. D'accord? Voilà. Alors, il y a des choses qu'il faut les graver comme dans du granit. Bon, la tête, c'est pas du granit, mais c'est comme. Donc, en fait, j'ai des œdèmes. Qu'est-ce que je fais? La première des choses, je fais un abstix, après je fais ma protéinurie, je fais l'électrophorèse. J'affirme que c'est un syndrome néphrotique ou pas. D'accord? Et après, j'avance. Est-ce qu'il est primitif? Est-ce qu'il est pur ou impur? Et après, j'avance. Est-ce qu'il est primitif ou secondaire? Dans votre esprit, c'est un peu brouillé, je comprends, parce que vous êtes en train de remplir votre cerveau, mais après, il faudra systématiser. D'accord? La médecine, ce ne sont que des organigrammes. Alors, préciser son stade et son rythme évolutif en éliminant bien sûr une origine aiguë fonctionnelle. Le diagnostic étiologique est très 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 important. Évaluer et traiter les facteurs de progression, retentissement, chercher un retentissement silencieuse, comme une insuffisance rénale. Retentissement comme une leucocyturie amicrobienne. Alors, retentissement si la clairance est inférieure à 60, parce que je vous le dis dès maintenant, le retentissement métabolique à tous les niveaux commence à 60 millilitres par minute. C'est ce qui est établi actuellement. D'accord? Les troubles minéralo-osseux commencent déjà à 60 millilitres par minute. C'est la même chose. Donc, après, il faut chercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, le diagnostic, première étape, c'est affirmer la maladie rénale chronique. On va avancer. Alors, il faut mesurer la créatinine. Il faut rechercher le sédiment urinaire, qu'est-ce qu'il contient. Rechercher une protéinurie, on fait la première des choses. Je le vois de moins en moins. Alors, s'il vous plaît, comme vous êtes au TOT, essayez d'aller faire demander, après autorisation des médecins, mais ils ne vont pas vous dire non. Au contraire, vous allez les aider. Vous allez vous amuser à faire de l'abstix pour vos malades et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, le l'abstix, en fait, la bandelette urinaire, la BU, on appelle ça. Bonjour. Au revoir. Entrez. En fait, la BU, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose instantanément à regarder, c'est quoi? Instantanément. Vous avez une bandelette urinaire avec tous ces réactifs. Qu'est-ce que vous regardez instantanément, la première des choses? Non. C'est le pH. Ah, sur le pH. Le pH, vous savez qu'est-ce qu'on fait avec le pH? Et tout le monde l'oublie, même nous en tant que néphrologues on l'oublie. Mais bon, ça aide énormément. Pourquoi? Parce que parfois, quand on veut savoir si le métabolisme acido-basique chez ce patient fonctionne bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand il a des lithiases, surtout, est-ce qu'elles sont calciques, elles sont uriques, phosphoammoniaco-magnésiennes, d'accord? Il y a une tendance à l'urine à être soit très acide ou alors basique. Et vous savez pourquoi on fait ça?
c'est pour voir, par exemple, dans le myélome, si les urines sont très acides, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la base du traitement, c'est l'alcalinisation. Si c'est basique, ça a tendance vers le basique, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'acidification. On demande aux patients, quelque chose d'acide, d'accord? En fait, la pH, c'est ce qu'on appelle la pH-métrie nictémérale, c'est-à-dire sur les 24 heures, on va demander au patient, on lui donne la boîte, chaque fois que vous allez faire vos urines, vous allez évacuer vos urines, vous allez faire ça et vous regardez juste ça. Et vous me dites c'est quoi. Et on va voir, on va tracer la courbe. Quand j'étais R1 à Najat, donc je l'ai fait. J'ai tracé la courbe et tout ça. On avait le crayon, machin et tout ça. Donc on faisait, parce que dans notre présentation du malade, il fallait montrer cette courbe de la pH-métrie. Maintenant, elle n'a plus de valeur, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle est très très efficace. Il n'y a pas longtemps, on avait une myélomateuse dans le service et j'ai demandé à l'infirmière de me faire ça, à la patiente, et finalement, j'ai surpris tout le monde avec une pH-métrie urinaire qui était acide. Donc, je leur ai dit, voilà, donc il faut alcaliniser. D'accord? Donc, c'est comme ça, c'est avec des petites choses. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut rester clinicien. Alors, on a l'aspect des reins et on va voir ses particularités. Pour calculer le DFG, alors je reviens sur l'ABU, sur la bandelette urinaire. On regarde d'abord le pH, après on regarde tout. Tout, quand je dis tout, c'est tout. Vous pouvez voir les leucocytes, vous pouvez tout voir et tout marquer. D'accord? Maintenant, la tendance, c'est quoi? C'est de chercher des corps cétoniques, glycosuries, et c'est tout. Ils ne regardent même pas les nitrites. Ils ne regardent même pas. Alors que normalement, on regarde s'il y a un nitrite positif, on va vers le CBU. S'il n'y a pas de nitrite positif, on ne va pas vers le CBU. D'accord? Alors, il faut calculer la clairance avec le débit de filtration glomérulaire. Alors, vous connaissez MDR-DCKD, parce qu'on a tous et le Cockcroft et Gold, parce qu'on a tous l'application. Maintenant, inuline, EDTA, Chrome 51. EDTA, Chrome 51, c'est une substance qui est isotopique. Donc, ça nous permet d'avoir un DFG, une mesure du DFG réelle et précise. Très précise. D'accord? C'est utilisé dans les grands centres greffeurs. Par exemple, il y en a 2 en France qui l'utilisent. Ils utilisent aussi le Yotalamate et Yoexol. Alors, ces 4 premières substances, en fait, c'est quoi leur particularité? C'est qu'elles sont ultra filtrées, elles passent par le glomérule, elles passent par les tubules, mais elles ne sont ni sécrétées, ni réabsorbées. Elles sont juste filtrées. Donc, du coup, quand on a un dosage de l'inuline, il est réel. D'accord? Alors ça fait partie des laboratoires de recherche, d'études et tout ça. Maintenant, la formule Cockcroft et Gold, elle a ses réserves aussi, hein, parce que c'est 140 moins l'âge fois le poids sur la créatinine plasmatique, multiplié par un facteur de correction selon le sexe, mâle ou femelle, d'accord? Masculin ou féminin, on va dire plutôt. Donc en fait, si vous regardez l'équation, 140 moins l'âge, pour le même âge, pour la même créatinine, le poids va énormément changer la clairance, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon patient, s'il est gros, cette fois-ci, il va y avoir au numérateur une clairance qui sera surélevée, plutôt importante, augmentée. Et s'il maigrit le mois d'après, je vais dire, sa clairance a baissé, alors que c'est le poids qui a diminué. Le numérateur a diminué, donc ça diminue la clairance. Et c'est faux. Donc c'est quelque chose qui peut fausser notre estimation approximative de la clairance. Alors les mathématiciens nous ont parachuté ça, les MDRD, CKD, qui sont à peu près, qui approchent en fait la réalité. Alors il faut affirmer donc le caractère chronique de l'insuffisance rénale. Alors première des choses, c'est le temps, c'est la chronologie. C'est au-delà de 3 mois. On a même si c'est à 1 mg ziada sur la normale, d'accord? Alors, c'est surtout l'interrogatoire. Alors, l'interrogatoire, je vous le dis, c'est le primum movens de votre prise en charge clinique. Alors, l'interrogatoire, on va rechercher dans les antécédents personnels et généralement, quand on ne trouve pas grand-chose à se mettre sous la dent, qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour, on tarabuste le patient et on essaie de ramener des souvenirs d'enfance.
Et généralement, on a ce qu'on recherche, d'accord? Généralement, quand dans l'enfance, on retrouve par exemple des angines à répétition, des hospitalisations, de la fièvre non expliquée, d'accord? Donc il y a toujours de l'énurésie. Il y a une chose qui est très importante, pensez dès maintenant à poser la question sur l'énurésie, c'est-à-dire pipi au lit. L'énurésie pas primaire, secondaire, oui, secondaire, c'est-à-dire que cet enfant, il mouillait sa couche, après il est devenu, comment on dit, propre, mais après un certain âge, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, elle reprend cette mauvaise habitude. Alors généralement ils expliquent ça par une angoisse, c'est l'école, c'est machin et tout ça, mais non, il faut aller rechercher, il faut faire premièrement une bandelette urinaire, faire une chimie des urines, voire une chimie des urines au laboratoire, puis demander une échographie rénale. Parce qu'on passe très souvent à côté d'un reflux vésico-urétéral. D'accord ? Alors, familiaux, bien sûr, on recherche tout ce qui est néphropathie héréditaire et familiale. Il y a deux grandes pathologies qu'il faut connaître. C'est la polykystose, c'est-à-dire la présence de kystes, la présence de kystes bilatéraux, pas unilatérales. C'est pas le fameux kyste polaire supérieur du sujet âgé. C'est un kyste qu'il faut surveiller une fois par an ou une fois tous les 2 ans, mais c'est un kyste sénile, de vieillesse, d'accord? On va dire les choses comme ça. Mais la polykystose rénale ou hépatorénale, parce que généralement elle est hépatorénale, elle est autosomique récessive la plupart du temps, et on a la autosomique dominante, et la autosomique récessive. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il me reste 1 heure. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une maladie héréditaire. Et le problème, c'est qu'on a un foyer qui est très proche. C'est l'afron. En fait, on retrouve de grandes familles de polykystiques parce qu'il y a le mariage consanguin. Il y a aussi comment on appelle ça? L'orwat aussi, c'est plein. Ça en est plein parce qu'il y a des mariages consanguins. Donc, en fait, je vais mettre une photocopie dimension réelle. Ou alors je vais payer quelqu'un. Donc, en fait, la polykystose, c'est une maladie des kystes rénaux, c'est bilatéral, d'accord? On l'affirme surtout sur les antécédents familiaux, généralement c'est dans toute la famille, et généralement ils sont diagnosés, mais très très tard dans leur vie. C'est rare de trouver un polykystique. Il existe des polykystoses méchantes qui surviennent chez des enfants et des adolescents, malheureusement. C'est assez rare quand même. Et on a surtout la maladie de l'Alport. Maladie d'Alport, c'est quoi? Elle associe 2 choses. C'est la surdité de perception, pas de transmission. Elle est unie ou bilatérale. Et surtout, on a une hématurie. L'hématurie microscopique, elle est constante tout le temps durant sa vie. Mais on a surtout des épisodes hématuriques de hématurie macroscopique. D'accord? Alors, j'avais une grande famille de sétifs qui avaient l'Alport. Et le souci, c'est qu'on a cherché chez tous les membres de la famille la surdité, on ne l'a pas retrouvée. Donc finalement, elle n'est pas aussi constante que ça. Il y avait une grande famille de sétifs qui... vous savez comment on fait le diagnostic histologique? Anam? Qu'est-ce qu'elle veut? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'elle peut sortir. Mais est-ce qu'elle peut sortir seule? Ça va pas? بعد بنجي احساس خايف قتلت العرق. Le diagnostic histologique de l'Alport se fait par microscopie électronique.
n'y a aucun autre moyen. C'est-à-dire c'est un faisceau d'arguments, d'antécédents familiaux, d'hématurie, d'insuffisance rénale, généralement quand la surdité existe, quand on arrive à la retrouver. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la biopsie qui fait le diagnostic, mais c'est de l'électrolyte. Parce qu'à l'époque, il y avait des prises en charge, on envoyait les malades en Belgique et ils faisaient leur microscopie électronique. Alors, la biologie, c'est surtout l'anémie normocytaire, normochrome arégénérative. Arégénérative, ça veut dire qu'elle est centrale au niveau de la moelle. Donc, mais la cause n'est pas au niveau de la moelle. La moelle n'est que là, en fait, à réagir à une situation de déficit en érythropoïétine. Alors, on a l'hypocalcémie, l'hyperphosphorémie et l'échographie. On retrouve des petits reins inférieurs à 10 cm. Alors, si vous voulez, par exemple, sans échographie, nous, qu'est-ce qu'on faisait à notre époque sans échographie? On nous a appris toutes les astuces, en fait. C'est-à-dire quand on a l'échographie et quand on n'a pas l'échographie. On a juste un ASP. Qu'est-ce qu'il faut? On mettait l'ASP, on regardait bien, et quand vous voyez, vous vous concentrez sur l'ASP, vous allez voir l'ombre hépatique, vous allez voir une partie du rein, et généralement on voit le rein droit, on voit le rein gauche qui est plus long, bien sûr, et vous avez les vertèbres. Ça commence à partir de L2. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On traçait une ligne sur l'épaule supérieure et inférieure, et on mesurait le nombre de vertèbres. C'est exactement en fait la hauteur, c'est-à-dire la taille du rein. Et on mesurait avec. Autre chose, bien sûr ça dépend de la taille du patient. S'il est très grand ou s'il est filiforme, ça fera beaucoup plus, ça fera 3 vertèbres et demie, ou alors quand c'est grand comme nous, ça fera 3 vertèbres, d'accord? Mais en fait, c'était ça. On faisait comme ça sur l'ASP, vous pouvez le faire maintenant. Deuxième chose, on faisait à notre époque l'urographie intraveineuse. Et quand on faisait l'urographie intraveineuse, en étant externe, interne ou résident, il fallait assister, d'accord, pour voir réellement sur le scope qu'est-ce qu'il y avait. Et là, on demandait aux radiologues d'injecter le produit de contraste iodé et de prendre des clichés à pratiquement 1 minute et 2 minutes. Mais c'est surtout à 1 minute. À 1 minute, qu'est-ce qu'on a? On a le passage du produit de contraste iodé au niveau de la corticale, c'est-à-dire au niveau des néphrons, des glomérules. C'est là qu'on dessinait réellement les contours de la corticale et on avait non seulement la taille, mais on avait l'aspect des reins et on voyait si réellement si c'était bien fixé, bien blanc ou alors c'est un petit peu palo, ça veut dire que réellement il y a un défaut de passage et de filtration et d'excrétion. D'accord? C'est là qu'on voyait au moment du néphrogramme si réellement il y a une insuffisance rénale avancée ou pas. Donc, je vais vous montrer autre chose. Ce sont les diagnostics particuliers de cette insuffisance rénale chronique. Quand vous regardez, vous avez des IRC avec rein de taille normale. Quand je dis IRC avec rein de taille normale, IRC à tous les stades, même le stade 5, même le stade de dialyse. D'accord? Ils peuvent avoir, certaines pathologies conservent la taille des reins. La première qui doit passer par votre esprit, c'est le diabète. D'accord? Si vous avez un diabétique au stade 4, 5, vous lui faites une échographie, vous avez une taille des reins qui est normale, donc c'est normal. Maintenant, si vous voyez que la taille des reins est petite, ou que l'un des 2 reins est asymétriquement petit, ça veut dire que c'est autre chose qui a donné cette insuffisance rénale et qui est associée à la néphropathie diabétique. D'accord? Alors, il y a une chose que je dois vous dire aussi, c'est que dans le diabète, il n'y a pas seulement la néphropathie diabétique. Dans le diabète, il y a une atteinte tubulo-interstitielle, il y a une atteinte vasculaire, il y a d'autres atteintes glomérulaires, telles que dépôt mésangiaux d'IgA. C'est comme une maladie de Berger, mais diabétique. Et ça existe. D'accord? Ce sont vraiment des particularités. Pourquoi le rein garde sa taille normale? Parce qu'en fait, il y a un dysfonctionnement, mais il n'y a pas de rétraction. Quand est-ce qu'on a une taille réduite? C'est lorsqu'on a une inflammation importante. Là, parce qu'en fait, c'est métabolique et c'est intraglomérulaire. D'accord? Maintenant, quand il y a un phénomène, par exemple, dans les pyélonéphrites chroniques, c'est des pyélonéphrites qui surviennent très fréquemment, pour X raisons. Ce qui se passe, c'est qu'on a une inflammation, donc,
une dilatation, un gonflement, et après on a une rétraction. C'est le phénomène, c'est la phase ultime de toute inflammation. Donc en fait, quand on a une inflammation, et le problème c'est qu'elle ne se passe pas seulement au glomérule, au niveau du glomérule, c'est tout le tissu alentour. Donc à un certain moment, on a des foyers d'inflammation, rétraction, inflammation, résorption, rétraction, d'accord? Donc à un certain moment, vous allez avoir des petits reins qui sont ratatinés. Ou alors dans les néphropathies glomérulaires chroniques, ce qui se passe, c'est que vous avez tout le néphron qui va se ratatiner. C'est ce qu'on appelle le pain à cacheter. Il y a une glomérulosclérose qui va tirer aussi, c'est comme la télectasie. C'est le même phénomène au niveau pulmonaire. Et donc, il va tirer vers lui donc, tout ce qui est autour, la médullaire, les juxtamédullaires et tout ça. Donc, l'inflammation n'est pas circonscrite au glomérule, elle va, puisque en fait, c'est simple à comprendre. Quand on revient à l'anatomie, le rein à l'intérieur, quand vous regardez son anatomie, qu'est-ce que vous voyez le plus? Le parenchyme ou les vaisseaux? C'est le vaisseau. Donc en fait, l'inflammation, elle ne va pas aller, elle va traverser ce vaisseau, elle va aller se nicher là. Certainement, c'est tout l'arbre qui va prendre le coup. D'accord? Donc du coup, ce qui se passe, c'est que dans les néphropathies glomérulaires, c'est tout le parenchyme, parce qu'il y a toujours une relation, une interaction entre les glomérules et les tubules et la médullaire, d'accord? Il y a une interaction entre ces trois structures. Ce n'est jamais, vous n'avez pas marqué néphropathie tubulo-interstitielle chronique. C'est toujours associé. Parce que les tubules, en fait, ils sont immergés dans la médullaire. Comment on peut dissocier la chose? Même dans une néphropathie interstitielle aiguë, c'est ce que vous avez fait dans les IRA. N'est-ce pas? IRA interstitielle aiguë. Oui? Oui, 5 minutes, même pas. 5 secondes. En fait, normalement, personne ne vient vous déranger comme ça pendant le cours. Sauf si c'est urgence vitale. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a une interaction entre ces structures. Et du coup, au niveau de la néphropathie glomérulaire, tu as une rétraction et donc une glomérulosclérose qui va tout prendre, en fait. Parce que le processus est venu en même temps. D'accord? Dans le diabète, non, c'est métabolique, ce n'est pas tant inflammatoire. C'est surtout un processus métabolique et hémodynamique. D'accord? Donc, ça reste le même. Maintenant, le deuxième diagnostic, par exemple, c'est l'amylose. Pourquoi? Parce que l'amylose, normalement, on a un phénomène inflammatoire et on a une rétraction. Mais comme la substance amyloïde, elle vient se déposer, tout ce qui est maladie de surcharge, en fait, et de dépôt, en fait, elle remplit tout ce parenchyme. Et du coup, à un certain moment, par contre, on a un rein qui est gros par rapport à l'insuffisance rénale. On a l'hydronéphrose bilatérale, ça se comprend, les dilatations, même s'il n'y a pas de parenchyme fonctionnel, la dilatation fait que on a toujours une taille des reins qui est conservée. Dans la polykystose, on vient de le voir. J'ai une patiente, par exemple, qui a 21 cm de rein à droite et 28 cm de rein à gauche. Donc, les kystes sont tellement énormes, ils se développent que ça prend tout l'abdomen. Alors, les IRC sans hypocalcémie, parce que généralement on a une hypocalcémie, mais dans ce cas, on n'a pas d'hypocalcémie. Alors, c'est dans le myélome et les métastases osseuses, c'est toute insuffisance rénale chronique avec toute cause d'hypercalcémie surajoutée. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, dans le myélome, dans les métastases, donc l'insuffisance rénale chronique en général, qu'est-ce qu'on a? On a une hypocalcémie. Cette hypocalcémie, elle est réelle, elle est là, au niveau sanguin. Ce qui se passe dans le myélome et les métastases, parce qu'on a une résorption osseuse, donc on a un relargage, une libération de calcium circulant. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient camoufler la réelle hypocalcémie et on va se dire que c'est une calcémie normale. Quand vous voyez, quand il y a des métastases osseuses de n'importe quelle pathologie, quand vous avez un myélome avec une hypocalcémie, soit c'est une normocalcémie, soit c'est une hypercalcémie. Ça veut dire que ce n'est pas normal. C'est une insuffisance rénale. En fait, l'hypocalcémie, elle existe, mais elle est camouflée parce qu'il y a une résorption osseuse. Donc, on a du calcium qui vient masquer l'hypocalcémie. Alors, les insuffisances rénales chroniques sans anémie, c'est la polykystose. Vous prenez n'importe quel polykystique, au contraire, il fait 14, 15, 16 d'hémoglobine. D'accord?
Donc son anémie n'existe pas. L'hémoglobine est conservée. Si vous voyez un polykystique avec une anémie, ça veut dire que soit il y a un saignement, il y a une hémorragie, soit parce qu'elle est carentielle. Carentielle soit en fer, folate, vitamine B12. D'accord? Donc il faut aller rechercher cette carence et la corriger. Et en fait, on fait les dosages bien sûr, on la corrige et après ça se normalise. Après, on n'a même plus besoin. Généralement, on n'utilise pas de l'EPO, de l'érythropoïétine chez les polykystiques. On n'en a même pas besoin. Et parfois, on fait une saignée. C'est ce qu'on appelle la saignée. Un polykystique, j'avais l'habitude d'avoir une polykystique en hémodialyse. Elle avait, elle faisait 1,50 m, elle avait des 14, des 15 d'hémoglobine. Ça, on le verra dans le TD de la dialyse. C'est que 14-15 d'hémoglobine, c'est très dangereux pour le patient dialysé. Pourquoi? Parce que c'est une hyperviscosité, c'est une hypercoagulabilité. Ça veut dire qu'il va avoir comme complication des thromboses. Et la première thrombose qu'on craint, c'est la bord vasculaire. C'est la thrombose de la fistule. La fistule du patient, c'est sa survie. S'il n'a plus de fistule, il ne survit pas. Ça d'une chose. Deuxièmement, c'est les thromboses surtout de l'AVC. C'est tout AVC qui va survenir, qui va donc entraîner une hypermortalité. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait au cours de la séance de dialyse, puisqu'on fait sortir 300 ml de sang du patient pour l'épurer, on remplit le circuit extracorporel de 300 ml, après on débranche, on le jette. C'est ça la saignée, d'accord? Même en France, ça se fait. Hein. On dit par exemple, son hémoglobine est très élevée, qu'est-ce qu'on fait? On fait une saignée. Jeter un circuit. C'est ce qu'on dit aux infirmières, jeter un circuit. Alors ça les a étonnés un peu. Mais en fait c'est ça, c'est-à-dire je prends 300 ml, je les jette, parce que je sais qu'il va y avoir un risque de thrombose. Alors, les IRC avec hypocalcémie, c'est lorsqu'on a des lyses cellulaires et une rhabdomyolyse, et les IRC avec anémie sévère, j'entends bien, sévère. J'ai anémie de 10, 9, 8, non, sévère, c'est-à-dire 5, 4, on en a eu. Là, il faut rechercher une hémolyse ou carrément des hémorragies. Il y a aussi un diagnostic, j'oublie toujours de le mettre, mais en fait, il existe, c'est les IRC avec rein de taille normale, c'est sur le même principe que la surcharge, toutes les maladies de surcharge. On a dit diabète, amylose, hydronéphrose, polykystose, et on a surtout les lymphomes. On a une infiltration lymphomateuse du parenchyme rénal, et du coup, ce qu'on a, on a une taille des reins qui reste normale, conservée. Alors, il faut préciser le stade de la maladie rénale chronique. Ça, c'est un tableau que vous connaissez, vous l'avez vu certainement. Il y a une chose importante à savoir, c'est que le stade 5, et on va le voir, il est inférieur à 15. Actuellement, la tendance depuis une dizaine d'années, c'est de garder des patients stade 5 stables pour qu'il n'y ait pas de dialyse, en attente d'une greffe. D'accord? C'est ce qu'on appelle la greffe, la transfusion. Je ne sais pas si vous avez fait greffe. Oui. Il vous a parlé, professeur Sali, de la greffe préemptive. Préemptive, c'est-à-dire oui, sans passer par la dialyse. D'accord? C'est la même. C'est sa copine. Alors, donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que le mieux, c'est de garder notre stade 5 le plus longtemps possible. Pourquoi? Demain, je vais vous le dire, parce qu'il ne faut pas que ce patient rentre en dialyse de façon urgente, de façon brutale, avec un déni. Tous les patients, avec tout le passé en hémodialyse que j'ai eu, tous les patients qui font un déni dès le départ de la dialyse, ils ne tournent pas l'année, ils finissent pas l'année. C'est-à-dire, ils décèdent dans l'année. D'accord? C'est clair et net. Ça, c'est établi. C'est un constat, en fait. Alors, un DFG, donc une clairance supérieure à 60, est pratiquement normale chez le sujet âgé, parce qu'il y a une réduction néphronique. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un vieillissement. On a un capital néphronique. Par exemple, on a 1 250 000 de néphrons à gauche et 1 250 000 de néphrons à droite. À un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vieillissement. Okay? Alors, plus on fait travailler ces néphrons, plus ils vieillissent rapidement. Okay? Alors, vous imaginez un petit peu le nombre de choses qu'on avale et le nombre d'épisodes infectieux et de germes qui rentrent dans notre organisme pendant notre vie adulte et même dans l'enfance.
Donc du coup, tout ça, c'est des coûts qu'on prend sur les néphrons. Donc ça fait travailler énormément les néphrons, et à un certain moment, au niveau de l'âge, c'est un âge avancé, on a une réduction, un vieillissement de ces néphrons. Un petit capital, pas tous, d'accord? Ce qui reste, on les appelle les néphrons restants. Et ces néphrons restants vont compenser la perte de ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont travailler un peu plus, ils vont faire de l'hyperfiltration, d'accord? Mais à un certain moment, vous allez voir que la créatinine va remonter encore un petit peu, parce qu'ils se fatiguent. Donc on va les perdre encore plus rapidement. D'accord? Alors ça explique, c'est un des mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire que la cause initiale, elle a fait réduire le capital néphronique, donc il reste un pourcentage de néphrons qui vont compenser la perte, mais à un certain moment, ils vieillissent aussi. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon néphrologique, on dit que la maladie évolue à son propre compte. C'est-à-dire, elle évolue toute seule, sans facteur de progression, sans persistance de la cause. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme une barque qui va aller toute seule. D'accord? Alors, le patient au stade 5 n'est pas forcément dialysé. Et le patient dialysé, on met généralement sur nos dossiers stade 5D ou stade 5T pour transplanter. Alors, la vitesse de progression de la maladie rénale chronique est basée sur la cléarance, bien sûr. Le déclin annuel, c'est le DFG de l'an dernier, par exemple, qu'on soustrait du DFG de cette année. Le résultat, normalement, il est positif, vous êtes d'accord? Il n'est pas négatif. Parce que l'an dernier, sa clairance était plus élevée que cette année. D'accord? C'est pour ça que le résultat est positif, il n'est pas négatif. Plus 1, c'est-à-dire cette année. N plus 1. Alors, 2021, oui, j'ai perdu les dates. Alors, le déclin annuel physiologique après 40 ans, il est inférieur ou égal à 5 millilitres par minute par an. D'accord? Alors, il est modéré entre 1 et 5 et il est rapide lorsqu'il est supérieur ou égal à 5 millilitres par minute par an. Si la vitesse s'accélère brutalement, il faut rechercher une cause d'insuffisance rénale aiguë surajoutée, généralement elle est fonctionnelle. C'est aller manger dehors, shawarma, et puis se taper une belle gastro-entérite, déshydratation, diarrhée, déshydratation, hypovolémie, et voilà. Alors, il y a aussi autre chose, entre petites parenthèses, c'est les gens qui prennent et je sais pas qui, je sais pas quoi, ou الجارة قالت لها ou دارت لها جابت لها Voltaren, هذا مليح. Alors elle lui donne du Voltaren, c'est bon, les carottes sont cuites, ou alors elle lui donne une décoction, après bon, il s'avère peut-être que c'est un diurétique, ou alors elle fait son intoxication, diarrhée, vomissement, ou alors de la fièvre en plus. Ou alors c'est l'intoxication directe. Et du coup, après, elle ne l'avoue pas. Elle ne va pas vous dire, oui, c'est clair. Elle ne va pas passer pour une idiote. Mais après, je lui dis, voilà, c'est pour ça que alors, j'ai la sœur d'une amie, 60 ans. Elle a bouclé ses 60 ans. C'est une dame, c'est une très belle femme. Son mari est décédé en 2020 du Covid. Elle a fait une dépression, mais après elle l'a récupéré. 60 ans, aucun antécédent, aucune pathologie. Elle avait juste un problème de côlon. Enfin, on suppose que c'est un côlon, parce que côlon, ça n'existe pas. Colopathie, ça n'existe pas. Il faut toujours aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on tombe généralement sur des choses, d'accord? Alors, il y a une chose, c'est que sa voisine, je crois, elle lui a ramené, oui, bien sûr, elle lui a ramené une décoction, fait le djir, elle l'a bouffé, elle a fait une occlusion, 24 heures, elle est partie. Voilà. Donc, alors, il faut faire le diagnostic étiologique, bien sûr, sur l'interrogatoire, la clinique, l'échographie et le sédiment urinaire. Il faut rechercher la protéinurie. Maintenant, la protéinurie, qu'est-ce qu'on fait depuis plus d'une vingtaine d'années, s'il vous plaît? C'est un sujet passionnant, je sais. Donc, la protéinurie,
Je vous explique pourquoi je n'y crois pas et je ne veux pas y croire et je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que tout simplement, quand vous connaissez des gens qui font de la phytothérapie, des vrais pharmaciens, d'accord, des vrais biologistes, qui font de la phytothérapie étudiée, en fait, il y a toujours une dose toxique qui est très proche de la dose thérapeutique. Et alors on ne sait pas, est-ce que c'est waqa ou la zouj ou la ashra ou la ashri? Vous le savez, moi je ne le sais pas. Donc je préfère ne pas toucher ce domaine, d'accord? Je préfère prendre 500 mg, c'est 500 mg. Alors, donc ça c'est ma conviction. La protéinurie. Alors il y a une chose, c'est qu'il faut actuellement, depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est le ratio de l'albumine urinaire divisé par la créatinine urinaire. C'est le paramètre de surveillance par excellence des néphropathies, de l'insuffisance rénale et des cardiopathies et de l'HTA et du diabète. D'accord? Donc dans tout ça, quand vous voyez par exemple en cardiologie, vous voyez le tableau des facteurs de risque cardiovasculaire. Dans le plus haut risque, qu'est-ce que vous allez retrouver? C'est un DFG bas, c'est la présence de protéinurie, c'est la présence, bon l'insuffisance rénale c'est le DFG, mais c'est surtout ce ratio en fait, d'accord? C'est lui qui va déterminer, c'est devenu un facteur indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant? C'est-à-dire à lui tout seul, il détermine le haut risque cardiovasculaire pour ce patient. C'est-à-dire dans les 6 mois prochains, il peut faire un IDM, un AVC, il peut mourir, une mort subite, d'accord? Donc, en fait, ratio albuminurie sur créatinurie, c'est ce qu'on appelle le ACR, ou le RAC en français. Il doit être supérieur à 300 mg par gramme, ou alors, le laboratoire va vous dire 30 mg par millimole, d'accord? Donc, pour se souvenir de ça, quand c'est milligrammes par gramme, c'est 300. Et quand c'est par millimole, vous enlevez un zéro. Vous allez tomber sur le 30. D'accord? Alors, comme l'albumine, bien sûr, c'est pas comme les protéines. Donc, quand vous avez un ratio de protéinurie sur créatinurie, parce que le laboratoire vous lui demandez ACR, il vous fait soit l'ACR, soit la protéinurie, d'accord? Soit l'albumine, soit la protéine, ce qu'il a. Alors, quand c'est une protéine, c'est beaucoup plus gros, c'est 500 mg par gramme. Vous enlevez un zéro, vous tombez sur 50 par millimole, d'accord? Ça, c'est une astuce pour s'en rappeler. Ou alors, une protéinurie des 24 heures supérieure à 0,5 g, par 24 heures, bien sûr. Les étiologies, la population à risque, c'est bien sûr quand est-ce qu'il faut faire le dépistage annuel? Quelle est cette population qui a besoin de faire un dépistage annuel, c'est-à-dire de demander une créatinine? C'est non seulement une créatinine, une écho et même rechercher un sédiment urinaire. C'est les hypertendus, un diabétique, un sujet âgé de plus de 60 ans, parce qu'il y a une réduction néphronique, un IMC supérieur à 30, l'obésité est un des facteurs de progression et même d'apparition d'une insuffisance rénale, comme l'anémie aussi, l'anémie chronique. Les infections, un patient qui a des infections urinaires récidivantes, c'est sûr qu'il va y avoir pyélonéphrite ou alors des anomalies urologiques ou malformations urogénitales qu'il faut aller chercher, parce que ça peut être la cause d'une insuffisance rénale chronique sur obstacle, qu'il faut lever. Alors il y a une chose, c'est que par exemple dans le bassin méditerranéen, si vous prenez tous les pays, on est l'un des pays où il existe encore des dialysés parce qu'ils avaient une insuffisance rénale chronique sur obstacle, prostatique, lithiasique, gynécologique. D'accord? C'est ce qu'on appelle les insuffisances rénales évitables, c'est-à-dire on peut l'éviter en faisant quelque chose, en dépistant, en diagnostiquant et en traitant. Il faut lever l'obstacle pour éviter le stade ultime de l'insuffisance rénale chronique. Les lithiases, les obstacles urologiques, la réduction néphronique congénitale ou acquise, les produits néphrotoxiques, ça c'est mon dada, produits néphrotoxiques qui sont tous néphrotoxiques, parce qu'ils sont tous ultrafiltrés au niveau du rein. D'accord? Alors, les antécédents familiaux, les maladies auto-immunes. Alors, de mon époque, par exemple, quand j'étais externe, lupus, c'était vraiment mais très rare. La plus grande série diagnostiquée, biopsiée, c'était professeur Benabadji, qui était à Bnimsous. C'est notre maître à tous en néphrologie. Il était à
Louéba. Voilà. C'est vraiment la série la plus documentée. Il avait plus de 1000 lupiques à l'époque. Maintenant, le lupus, surtout le lupus masculin, chez l'homme, il est très méchant. D'accord? Donc pour nous, quand on avait un lupus dans le service, c'est à la consultation. Les myélomes, c'est à la consultation, c'est à l'appel. Les myélomes, je m'étonne encore qu'il y ait encore des myélomes comme ça à l'appel. D'accord? Alors, les infections systémiques la plus récente, c'est Covid. C'est une infection systémique, pas respiratoire. Elle est systémique, de haut en bas, de la tête aux pieds. Alors, les étiologies, je vous ai cité, comme je vous ai dit, donc on a les néphropathies vasculaires et l'HTA, les néphropathies diabétiques, surtout diabète de type 2. Quelqu'un est passé ou pas? J'ai cru voir une autre. Alors, les néphropathies héréditaires, c'est la polykystose et l'Alport. Alors, il y a une chose qu'il faut regarder. Regardez. Vous avez les vasculaires et HTA et néphropathie diabétique. En troisième position, c'est les GNC. Docteur, du cours, non. Le prof, le cours prochain, il est au courant. Oui, justement, il est au courant, mais c'est à 14h30. Parce que مقبله هو هنا. جا بكري. Alors, c'est mentionné, c'est écrit sur le Oui, justement. J'ai envoyé des milliards de mails. J'arrête pas d'envoyer des mails. Je suis là, hein. Je bouge pas d'ici. Alors, néphropathie vasculaire et hypertensive. Et regardez, néphropathie diabétique en deuxième position. Et la troisième, c'est les GNC. À notre époque, avant, la première position, c'était la GNC. Néphropathie glomérulaire chronique. Bon, glomérulonéphrite chronique ou néphropathie glomérulaire chronique. D'accord? Je l'ai le GNC pour que ce soit facile. C'était quoi surtout? C'est surtout les GNA qui perduraient et donnaient les GNC. D'accord? Parce que c'est un pays où on avait beaucoup d'angines à répétition, de bronchites, de bronchiolites, de problèmes dentaires et tout ça. Et du coup, il y avait des GNA. Et la GNA donnait donc la maladie de Berger. Et ça a continué pendant très longtemps. Et la maladie de Berger, c'est la moins méchante, hein, c'est la plus gentille d'eux. Mais sinon, elle est passée en troisième position parce que les néphropathies vasculaires, je vous ai dit, par exemple lupus, les maladies auto-immunes et tout ça, sont passées vraiment à un stade au premier rang. Et vous avez l'HTA, alors l'une des causes les plus fréquentes de décès dans le monde, c'est les cancers et les causes cardiovasculaires, et en particulier l'HTA. La néphropathie diabétique est passée en second plan, d'accord? Elle n'a jamais bougé de sa seconde position. Elle l'a gardée, d'accord? Alors, si je vous dis, par exemple, 85% des dialysés aux États-Unis, c'est des diabétiques. C'est énorme. 85%. Alors, la dernière position, c'est pas la dernière position, en fait, c'est parce que la dénomination, elle est comme ça. Elle lui confère cette position. Les néphropathies indéterminées, c'est 16%. Et c'est international. Quel que soit le pays, quel que soit le centre. D'accord? Même chez nous. Les facteurs de progression, d'abord, c'est la cause. Il faut traiter la cause, si possible, ou la stabiliser. Il faut les identifier et les corriger par le contrôle de la tension et des facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité, la sédentarité, le tabac et tout le reste. Il faut diminuer la protéinurie. Il faut donner les IEC et les ARA2 pour diminuer la protéinurie. Peut-être que demain, je vais vous expliquer pourquoi la protéinurie. Normalement, vous me posez la question, pourquoi la protéinurie? C'est histologique, en fait. Hein. C'est la prévention de toute insuffisance rénale aiguë et de néphrotoxicité. C'est ce que je viens de dire. La restriction protidique. On est dans un pays où on a déjà une restriction protidique. On est en régime hypoprotidique, hypocalorique. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'êtes pas des carnivores. Je connais très peu de personnes qui mangent tous les jours, à midi et le soir, de la viande rouge, en plus. Donc, restriction protidique, c'est des recommandations anglo-saxonnes. Elles ont été faites sur des études là-bas. Donc, leur steak, il est énorme comme ça, comme du bâtiment terrain. Donc, en fait,
C'est-à-dire quand vous voyez leur steak, déjà vous dites déjà عام باش نكملوا. Parce que déjà يقهم كي تشوفوه يقهم. Mais chez nous, bon, c'est pas la même chose. On a plutôt un régime crétois. Vous connaissez le régime crétois? Cherchez-le. Vous allez me dire demain c'est quoi le régime crétois, parce que demain on va en parler. Le régime crétois, c'est l'île de Crète qui vient de l'île de Crète. C'est-à-dire, on mange des légumes, beaucoup de légumes, que des légumes. Voilà. Vous dites tout. Alors, c'est le contrôle du diabète et, bien sûr, stop le tabac. Maintenant, il faut arrêter le tabac ou la haja de rien du tout, c'est devenu banal. Maintenant, il faut arrêter au plus fort que le tabac, je crois. Alors, les facteurs d'aggravation aiguë, ça c'était pour le long terme, ce qu'on vient de citer. Maintenant, dans l'aigu, il faut éviter toute déshydratation extracellulaire parce que parfois, c'est des diurétiques qui sont pris à tort et à travers. Je vous le dis, s'ils sont pris à tort et à travers. Il y a parfois des femmes qui prennent les diurétiques pour perdre du poids, mais en fait, elles se déshydratent. C'est-à-dire que chahma, elles d'accord? Ou alors, parce qu'il y a surdosage sur les diurétiques et qu'on n'a pas adapté les diurétiques. C'est-à-dire que le patient, il vient avec des œdèmes, on lui a donné des diurétiques forts, puis on n'a pas ajusté la dose des diurétiques. On l'a laissé, par exemple, à 500 mg, alors que lui, il est à sec, il est en poids sec, et du coup, les 500 mg, bzaf allez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire normalement? On réduit la à son poids idéal, d'accord? Parce qu'il n'y a plus d'œdème, de surcharge hydrosodée. Ça veut dire que nous, avec cette dose, on est nocif, on est en train de le déshydrater, d'accord? Et on rentre dans ce cadre. Alors, c'est les vomissements et les diarrhées, perte digestive haute ou basse, quelle que soit la cause. C'est les médicaments, les AINS, moi j'ai horreur des AINS, les IEC et les ARA2. Les IEC et les ARA2, alors, IEC, ARA2, quand vous les prescrivez, ils sont bons, mais ils sont efficaces. Pardon? Ils sont néphroprotecteurs, au contraire. C'est ça la base de la néphroprotection. C'est l'IEC ou l'ARA2, pas les deux. Ils ont essayé des études de mettre les deux, mais ça n'a aucun bénéfice en plus. Donc le double blocage du système rénine-angiotensin n'a aucune utilité. Donc soit IEC, soit ARA2. Mais en fait, on a un critère d'efficacité de ce médicament, c'est quoi? C'est l'augmentation de la créatinine. Mais c'est toujours une augmentation de moins de 30%. D'accord? C'est-à-dire ça augmente, ça redescend un petit peu, mais après ça reste en plateau. Mais ce n'est pas une dégradation qui va progressivement vers l'insuffisance rénale chronique. D'accord? Donc en fait, le patient va venir et il va vous dire « Ah, depuis que j'ai pris ce médicament, j'ai aggravé mon insuffisance rénale. Ce médicament, je vais l'arrêter. » Non, en fait, non. J'explique au malade que la créatinine va augmenter un petit chouïa, ça veut dire que c'est efficace. D'accord? Ça, il faut l'expliquer au patient. Alors, il faut éliminer tout obstacle digestif. J'ai un malade qui a une fibrose rétropéritonéale, bien sûr. Alors, les produits toxiques, c'est les produits de contraste iodé. Ah, c'est ma bête noire. Alors, produits de contraste iodé, c'est surtout quand on fait l'angioscan, comme on l'a fait pendant le Covid, angioscan thoracique pour rechercher une embolie. Il y a un risque vital. Et maintenant, selon la clairance, soit elle est supérieure à 30, ça veut dire j'autorise l'angioscan avec produit de contraste iodé parce que le patient il a un pronostic vital, soit c'est inférieur à 30. Et quand c'est inférieur à 30 ml par minute, est-ce que j'injecte ou pas? Je fais un angioscan ou pas? À votre avis? Qui dit oui, qui dit non? Est-ce que mon patient qui a un Covid, qui désature, qui a probablement des dédimères au plafond, qui désature, certainement c'est une embolie pulmonaire. Mais je veux avoir la certitude pour mettre l'anticoagulation curative. Qu'est-ce que je fais? Il a une clairance inférieure à 30. Est-ce que je lui fais ou pas? Qui dit oui? Azouni dit oui. Non. Dans ces circonstances. Je vous ai donné le tableau clinique. Et, tu dis oui ou non? On lui fait. Il faut lui faire. Parce qu'il désature, il a une embolie pulmonaire. Il faut que j'ai la certitude. Si je n'ai pas la certitude, je préfère le sauver, lui faire un angioscan, le réhydrater ensuite, donner une curative,
d'accord? Mais le sauver, même s'il a une insuffisance rénale. Il peut vivre avec son insuffisance rénale. Si je préserve les reins et que je ne fais pas ce qu'il faut pour l'embolie pulmonaire, qu'est-ce qu'il va faire? Dans les 24 heures, il va mourir. On va mourir avec les reins, ça. Donc, les recommandations, c'est toujours bénéfice-risque. Maintenant, votre médecine, c'est bénéfice-risque. Ça a toujours été comme ça, mais surtout maintenant. D'accord? C'est bénéfice-risque. OK? Donc, est-ce que j'ai plus de bénéfices que de risques? Oui, je le fais. Est-ce que j'ai moins de bénéfices que de risques? Non, je ne le fais pas. D'accord? Maintenant, si je peux me passer, par exemple, ils me disent, oui, alors, qui met la patiente dont je vous ai raconté l'histoire, est-ce qu'on fait l'uroscan? Non, l'échographie m'a suffi. Il me faut un bon urologue. Les urologues, ils m'ont aidé. Ils m'ont sauvé ma patiente. Est-ce que je vais aller lui faire un uroscan avec injection de produit de contraste? Elle a 105 de créatinine et 2 grammes d'urée. Et je sais qu'est-ce qui se passe et quel est le geste à faire. Est-ce que je vais aller encore faire? Non. J'ai plus de risques que de bénéfices. Donc je ne le fais pas. D'accord? C'est pas à cause de l'insuffisance rénale. Non. Parce que ce n'est pas bénéfique. Alors, la pathologie surajoutée, bien sûr, c'est la pyélonéphrite et les néphropathies vasculaires. Les complications, les reins assurent 2 types de fonctions, il faut le savoir. Ces 2 grands types de fonctions, en fait, rentrent dans un cadre général. Les reins assurent l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du milieu intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, équilibre du milieu intérieur? Tout. Tout, en fait. Tout. Ça va du pH sanguin qui doit rester stable toute notre vie, en intra-utérin, en intra-ventre maman et en sa sortie jusqu'à la mort. Le pH sanguin doit rester stable, la glycémie stable, l'équilibre acide-base stable, tout doit être stable. Vous êtes d'accord? Quel que soit. Somna, ftarna, klina, sharabna, qadna, on a eu des stress et tout ça. Et tout ça est resté stable. C'est grâce à qui? C'est grâce à... Donc c'est des organes hyper nobles. Normalement, alors, ça c'est pour détendre un petit peu. Alors, on a 2 grandes fonctions, exocrine et endocrine. Alors, on va aller un peu plus vite parce que notre confrère, notre collègue attend. Alors, exocrine, c'est l'élimination des toxines, l'épuration, l'ultrafiltration, les dérivés du catabolisme azoté, c'est l'urée et l'acide urique. C'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de l'eau, du sel, du bilan hydrosodé, acido-basique, phosphocalcique et j'en passe. D'accord? Alors, endocrine, c'est surtout 3 grandes fonctions que vous devez connaître maintenant à vie. Système rénine-angiotensine-aldostérone. Deuxièmement, l'hydroxylation, la 2e hydroxylation de la vitamine D. Et la synthèse de l'érythropoïétine qui est située au niveau péritubulaire. D'accord? Alors, l'érythropoïétine, elle est sécrétée au niveau du rein principalement, des reins principalement, hépatique, pancréatique et les ovaires chez la femme. D'accord? Donc, même chez le dialysé, il y a toujours une érythropoïétine qui est résiduelle, mais elle est insuffisante, très largement insuffisante. C'est pour ça qu'ils gardent toujours une anémie, même si on ne leur donne pas de l'EPO, ils gardent toujours 7, 8, parce qu'il y a une érythropoïétine résiduelle qui est en train de maturer les érythroblastes, les plaquettes et les leucocytes, d'accord? Alors, tout ça, si le DFG est supérieur à 60 ml par minute, d'accord? À partir du moment où ça commence à décrocher, à descendre à moins de 60, qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire que les reins équilibrent tous ces métabolismes et compensent jusqu'à 60. Moins de 60, les reins n'arrivent plus à compenser. D'accord? Si vous voulez, ce terme, on ne l'a jamais utilisé en néphrologie, mais pour vous expliquer, c'est la phase de décompensation rénale. D'accord? Mais on ne l'utilise jamais comme ça. Alors, les complications sont hypertensives, cardiovasculaires. On va les voir un par un. Alors, pour l'HTA survenant avant, soit l'HTA, elle est coupable, le rein est victime, donc elle vient avant. Pendant, ils sont pareils dans la même prison. Après, ça veut dire que c'est le rein qui est coupable et l'HTA, elle est victime. C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Mais généralement, c'est le rein qui est à l'origine de tout ça.
Mais on va pas le dire. Alors, les néphropathies glomérulaires, néphropathies vasculaires et la polykystose sont pourvoyeuses, bien sûr, d'HTA d'emblée. Dans le diabète, l'HTA survient après. D'accord? Quoique, on a remarqué ce qui a été constaté dans les études, c'est que les hypertendus ont plutôt tendance à avoir une intolérance au glucose. Donc, ils font tôt ou tard du diabète. D'accord? C'est un facteur majeur de progression de la maladie rénale chronique. Le régime doit être pauvre en sel, demi-sel, avec des diurétiques. Alors, les lésions artérielles sont à deux types, athérosclérose et artériosclérose. Quelle est la différence? What is the difference between them? Athérosclérose, c'est une artère qui a une paroi correcte, mais c'est au niveau de la lumière que c'est bouché, d'accord? L'artériosclérose, c'est après, elle devient rigide, d'accord? On a une rigidité de l'artère, donc elle ne fait pas sa vasodilatation, vasoconstriction, c'est pour ça qu'il garde une HTA. Alors, le décès survient dans 50% des cas par ce haut facteur dans des circonstances d'IDM, malheureusement, AVC ou artério-oblitérantes des membres inférieurs, les ischémies. Alors, l'atteinte cardiaque, c'est une HVG, secondaire à l'HTA et à l'anémie surtout. Alors, une HVG avec une fraction d'éjection systolique qui est correcte, voire élevée. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à haut débit. Il y a, je pense, 4 étiologies. C'est l'anémie, zédo. La thyrotoxicose, zédo. La carence, le beriberi en B1. Et la fistule artério-veineuse, thalodialysée. D'accord? Ça vous donne une insuffisance cardiaque. Pourquoi une insuffisance cardiaque? Parce que c'est... Comment vous dire? C'est un... Les pressions de remplissage sont très élevées. Du coup, vous avez, au lieu d'avoir une paroi de VG comme ça, elle est comme ça. Donc à l'intérieur, l'espace est réduit. C'est comme s'il avait une péricardite, mais la péricardite, c'est le péricarde qui vient qui vient étouffer le cœur. Mais là, au niveau du VG, la paroi du VG, normalement, elle est épaisse comme ça, elle devient comme ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est très restreint. D'accord? Voilà. Ça veut dire que quand il se contracte, déjà le remplissage, la pression de remplissage est élevée parce que ce qu'il reçoit, au lieu de recevoir par exemple 50 ml de sang, il va recevoir moins. Et donc, il va travailler plus. Donc, ça peut entraîner facilement un IDM. D'accord? Alors, on a les calcifications valvulaires et coronaires. Les calcifications, d'où elles viennent? C'est les troubles minéraux osseux. C'est du calcium circulant qui ne sait plus où aller. Il va se fixer où? Il va se fixer au niveau des vaisseaux, des coronaires, des veines, et il va se fixer dans les tissus mous. D'accord? Et vous le voyez très bien. Oui, c'est une hypocalcémie, mais il a du calcium qui circule. Mais il n'est pas fixé par la vitamine D, il n'est pas fixé par la PTH. Au niveau de l'os, parce qu'au niveau de l'os, qu'est-ce qui se passe? On a, aujourd'hui par exemple, jusqu'à demain, on a une destruction et une reconstruction. C'est pour renouveler l'os, la matière osseuse, pour que l'os reste jeune et solide. D'accord? Mais il faut une destruction et une reconstruction. C'est les ostéoclastes et les ostéoblastes. C'est le turnover osseux. Ça, c'est la voie normale, la physiologie. Dans la pathologie, qu'est-ce qui se passe? On a du calcium qui est enlevé, on a une destruction, mais on n'a pas de reconstruction. D'accord? En fait, c'est du calcium qui est libéré, mais qui n'est pas repris pour être refixé sur l'os. Donc, il circule. D'accord? Il y a une hypocalcémie, mais le reste du calcium, la différence entre calcémie normale et l'hypocalcémie, elle est où cette différence? Elle circule, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ailleurs. Elle est dans les coronaires, dans les veines et dans les tissus mous. D'accord? Et s'il y a une calcification des coronaires, c'est l'IDM assuré. C'est la mort subite. C'est pour ça que je vous disais, l'insuffisant rénal chronique meurt de son cœur à n'importe quel moment. D'accord? Et à partir du moment où il met 75%
des patients qui mettent le pied la première fois en dialyse, ils ont 100% de chance de faire un arrêt cardiaque dans le mois qui suit. D'accord? Alors, on a la cardiopathie urémique, soit elle est ischémique, c'est ce qu'on vient d'expliquer, soit c'est une urémie toxique. Ces toxines urémiques, en fait, elles se déposent aussi. Et ça donne cette insuffisance cardiaque à haut débit. Se dépose au niveau du myocarde aussi, au niveau de ses artères, de ses coronaires. Et du coup, ces toxines, à la longue, elles vont se déposer. Elles se déposent même partout dans le corps, d'accord? C'est-à-dire dans chaque coin de notre corps, elles se déposent par notre corps. Alors, le métabolisme phosphocalcique et osseux, on a l'hyperparathyroïdie secondaire qui est précoce. Elle est précoce à partir de 60 ml par minute. Avant, on croyait que c'était 45 ml par minute, mais les dernières études montraient qu'à 60, déjà, on a une hyperphosphorémie. La première, c'est l'hyperphosphorémie qui va donner donc, pourquoi hyperphosphorémie? Il y a une accumulation de phosphore parce qu'il n'y a pas d'élimination du phosphore, d'accord? Et le phosphore rentre en fait dans aussi le processus du métabolisme acido-basique. Il n'y a pas de régénération des bicarbonates au niveau rénal. Du coup, l'acidose, elle aide aussi, elle aggrave la situation. Donc, on a une hyperphosphorémie. Après, on a une PTH qui augmente, c'est l'hyperparasecondaire. D'accord? On a un déficit en vitamine D. Le déficit en vitamine D fait qu'au niveau intestinal, on n'absorbe pas le calcium. C'est de là que part aussi le problème. Alors, le premier pas, c'est l'hyperphosphorémie. Deuxièmement, c'est l'hypocalcémie. D'accord? Et après, le turnover, il est saccagé. D'une certaine manière, on a après, c'est le cercle vicieux. Et donc, ça continue, et on a du calcium qui va se déposer. Alors, en cardiologie, vous avez l'indice calcique qui est rentré en jeu. C'est un des facteurs prédictifs de la mort subite. D'accord? C'est l'indice calcique. Alors, déficit en vitamine D, on a une hypocalcémie, une hyperphosphatémie, on a une acidose métabolique. Alors, avant, dans je dis bien mythologie, parce que quand j'ai vu dernièrement la civilisation gréco-romaine, je me suis dit, oui, c'est vrai, on a eu une mythologie néphrologique. Ça remontait tellement à loin. Alors, l'ODR, on disait ostéodystrophie rénale. Maintenant, ça a changé. On dit trouble minéralo-osseux, parce qu'on a compris que c'était tellement généralisé, global, qu'on a changé la terminologie. Alors, dans l'ostéomalacie, on a un défaut de construction osseuse. Dans l'ostéite fibreuse, on a une destruction accélérée. Donc, le turnover est perturbé. On a un déficit en vitamine D dans l'ostéomalacie. À la radio, on a une déminéralisation des stries de Loser-Milkman tardive. Et à la biologie, on a un déficit en 25-OHD3, c'est-à-dire le calcitriol. On a un os poreux. Et regardez l'image des Loser-Milkman, des lignes de Loser-Milkman. Alors, l'ostéite fibreuse, c'est une destruction accélérée. On a à la clinique des douleurs osseuses, des fractures tardives, c'est-à-dire à un stade tardif, on a des fractures. Je dis bien fracture pathologique spontanée. C'est pas après un traumatisme, un coup, là. C'est-à-dire il va se lever, il va se casser le fémur. J'ai déjà vu ça. Alors, à la radio, on a une résorption des phalanges et des clavicules, une déminéralisation et des lacunes. Puisqu'il y a une destruction accélérée et rapide, qu'est-ce qui va se passer? On dirait une souris est venue, elle lui a bouffé les phalanges. Elles sont grignotées, d'accord? Je vais vous montrer l'image. Regardez, ça c'est un os poreux. On a les taches brunes, là. Bon, j'ose même pas toucher parce qu'elle est très fatigante l'image. Regardez, ce qui est noir, c'est ce qu'on appelle les tumeurs brunes. Et regardez les phalanges, comment elles sont grignotées. Alors la phalange au milieu, regardez là-bas, ça ressemble à quoi? À un trognon de pomme. Vous mangez la pomme, il reste ça. La prévention et le traitement, c'est... Alors, il faut normaliser la calcémie, puisqu'on sait qu'il y a du calcium, mais qui n'est pas bien utilisé. Donc, on va charger en calcium, mais on va lui donner aussi de la vitamine pour le fixer. D'accord? Et on va combattre, bien sûr, l'acidose. Alors, pour la PTH, elle doit être normale avant dialyse. Et si le patient est en dialyse, on peut tolérer, selon les recommandations, une PTH élevée entre 2 fois et 9 fois la normale. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le laisser tel quel, parce qu'il y a des chélateurs.
On donne de la vitamine D3, on fait une restriction de protéines et de phosphate, c'est très difficile. Le phosphate existe dans tout ce qu'on mange, mais surtout les légumes secs. L'oubia, ou l'adès. Alors, le calcium, il faut donner 1 à 2 grammes et demi, parfois on va au-delà. On donne des chélateurs, on a comment dirais-je, des substances, des médicaments, en fait, des molécules qui sont disponibles, heureusement en Algérie, pour tous les malades. On leur donne ça pour chélater les phosphates par voie digestive. Ils prennent ça et il y a une évacuation. Du coup, ça équilibre, ça ralentit un petit peu la PTH. Alors, PTX, ça veut dire parathyroïdectomie chirurgicale, s'il y a une résistance à tout traitement médical, bien sûr. Alors, les troubles de l'équilibre acido-base, on a une acidose métabolique, c'est un défaut d'élimination de la charge acide. Alors, les conséquences, c'est un catabolisme protéique musculaire excessif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vers la dénutrition. D'accord? Donc, avec un régime hypoprotidique algérien, vous imaginez comment il va être, comme un clou. Donc, on leur demande plutôt de ramener des calories et un peu de protéines. Et, on a surtout comme conséquence l'hyperkaliémie et une aggravation des troubles minéralo-osseux. Le traitement, c'est la correction de l'acidose. Alors parfois, on met les patients en dialyse, parce que la dialyse, elle se fait avec une cartouche de bicarbonate. Donc on va alcaliniser ce patient, on va contre-attaquer cette acidose métabolique en le mettant carrément en dialyse. Et on donne des alcalinisants. Alors, pour les troubles métaboliques endocriniens et nutritionnels, c'est la dénutrition. Quand on a un patient qui est en dénutrition à ce moment-là, on sait qu'il y a un risque de mortalité dans les 6 mois. Dans les 6 mois, il va partir, si on ne règle pas le problème de la dénutrition. L'hyperuricémie, dyslipidémie et les hormones sexuelles. Alors, pour la dénutrition, on a une réduction des apports, c'est les restrictions qui donnent ça, c'est-à-dire médecin qui va lui dire non, ne mangez rien, arrêtez tout et tout ça, c'est là où on va casser sa courbe calorique. C'est l'augmentation du catabolisme à cause de l'acidose et la dénutrition, la surveillance de cette dénutrition, c'est le dosage de l'albumine, mais surtout de la préalbumine. Si elles sont basses, il faut les corriger dans le mois qui suit. C'est-à-dire il faut qu'il remonte la pente, d'accord? Parce que sinon, dans les 6 mois, il va partir. Et il va partir avec surinfection, parce qu'il sera immunodéprimé, et un sepsis. Alors, il faut assurer des apports caloriques de 30 kilocalories par jour, des apports protéiques suffisants et corriger l'acidose et les TME. Alors, pour l'hyperuricémie, on donne généralement de l'allopurinol. On sait actuellement que en corrigeant l'hyperuricémie, on arrête la progression de l'insuffisance rénale. D'accord? Ça, c'est le récent, c'est très récent. Alors, pour les dyslipidémies, on sait que c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. À ce moment-là, on va donner des statines. Même si pendant très longtemps, ils ont dit non, les statines, ça donne rien. Parce qu'il y a eu des études un peu controverses. Certains disaient oui, on a un bénéfice. D'autres disaient qu'on n'a pas de bénéfice. Après, on s'est dit non. Puisque c'est un malade qui est considéré comme cardiovasculaire, donc on va donner des statines. Alors, pour les hommes, sur le plan hormonal, on a une impuissance et une infertilité, chez les femmes, idem, mais surtout on a des aménorrhées et parfois, et surtout au début de la dialyse, on a des métrorragies, des saignements qui aggravent donc l'anémie. Alors, le risque est fœtal et maternel, surtout en cas de grossesse, mais ça n'empêche pas la grossesse. J'ai eu beaucoup de femmes dialysées qui ont eu des grossesses, qui ont mené leur grossesse, qui ont eu des enfants. ولا سميتهم هذوك لي زونفون دونك كاينه وحده قلت لها هذا سميه يونس اللي خرج من كرش الحوت finalement elle a fait sa dialyse elle a accouché سميته يونس il a maintenant 4 ans donc en fait ça n'exclut pas ça c'est quelque chose qu'ils ont constaté chez eux là-bas chez eux comme ils disent chez nous ça n'existe pas on l'a pas constaté. Moi, personnellement, sur mon expérience en hémodialyse, je n'ai pas constaté ça. Au contraire, on avait, par exemple, une jeune femme, un jeune homme, on les mariait et on leur disait « faites des enfants en dialyse ». Et c'est comme ça qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on a eu des enfants en dialyse. D'accord? Donc, ça existe. Ça existe énormément. Maintenant, on sait comment faire
pour une femme enceinte. Alors, les complications hématologiques, c'est l'anémie, il nous reste 5 minutes, c'est l'anémie normocytaire, normochrome, A régénérative. J'ai fait exprès de l'écrire comme ça, ALNA, pour que vous vous rappeliez. C'est maintenant 10 ans, 20 ans, vous allez dire, oui, l'insuffisance rénale, c'est ALNA. D'accord? Alors, anémie normocytaire, normochrome, A régénérative, c'est l'atteinte de l'hémostase primaire et le déficit immunitaire. C'est très simple à expliquer. Vous avez l'érythropoïétine au niveau de la moelle. Vous avez les 3 lignées. Les érythroblastes, les plaquettes et les leucocytes. D'accord? Alors, sur les érythroblastes, ça entraîne une maturation pour que l'érythroblaste grossisse, grandit, les rajet, je sais pas, mais en tous les cas, il est chargé d'aine, il est bien coloré et il va transporter l'oxygène. On est d'accord? Maintenant, quand il n'y a pas assez d'érythropoïétine, quand il y a très très peu d'érythropoïétine, dans le stade 4 et 5, qu'est-ce qui se passe? Il y a des érythroblastes qui ne deviennent pas érythrocytes. Ils vont rester des enfants à long terme. D'accord? C'est-à-dire, ils ne vont pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça veut dire que ça, c'est une anémie. C'est des gens qui sont en hypoxie chronique. D'accord? Ça d'une part. Deuxièmement, la lignée plaquettaire. Il y a des plaquettes. Les plaquettes, elles sont fabriquées, elles sont grosses. Au microscope, en nombre, elles sont correctes, mais en qualité, elles sont médiocres. Elles ne font pas du tout l'hémostase primaire. D'accord? Donc, c'est des gens qui vont faire des saignements occultes, surtout digestifs. C'est à petites gouttes. C'est insidieux. On cherche, on fait la fibroscopie, il n'y a rien. Bon, une petite rougeur, un petit érythème et tout ça, au niveau gastrique, duodénal et tout ça. Mais même pour les femmes, c'est les métroragies. D'accord? Les ménorragies. D'accord? Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que l'hémostase primaire n'y est pas. Ça veut dire qu'il y a des saignements, ça va aggraver l'anémie. D'accord? Au niveau de la lignée leucocytaire, on a aussi une immunodépression. Alors, c'est une anémie, on vient de le dire, asthénie, qualité de vie médiocre, angor fonctionnel, même une HVG. L'origine rénale de l'anémie est affirmée sur un taux de réticulocytes bas, c'est pour ça qu'elle est arégénérative. Elle est normochrome sans carence en fer. Là, il faut absolument chercher d'abord la ferritinémie, le coefficient de saturation. Je vais vous montrer. Regardez, ça, c'est quelque chose qui est valable pour l'insuffisance rénale et non rénale. D'accord? Donc là, c'est corriger toutes les carences. Les cibles de l'hémoglobine chez la femme, c'est 12, c'est entre 11 et 12. Et chez l'homme, c'est entre 12 et 13. D'accord? Si c'est moins, c'est pas bien. Si c'est plus, c'est pas bien. Plus, c'est les thromboses, quel que soit l'étage. Moins, c'est l'HVG, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est la qualité de vie. D'accord? Donc, on cherche la ferritinémie. Alors, ferritinémie, il faut que le minimum soit 200. Vous enlevez un 0, c'est le coefficient de saturation qui doit être supérieur à 20. C'est les conditions et les recommandations internationales, d'accord? Bon, ils ont essayé tout, à peu près tout, mais après, quand ils ont fait des études, ils se sont donné, par exemple, des valeurs, 15, 20, 25, 30. Avant, c'était entre 20 et 50%. Après, ils se sont dit non. Il suffit que ce soit supérieur à 20 pour le CST, et la ferritinémie, il faut qu'elle soit à plus de 200. Quand vous recevez des ferritinémies à 13, il faut corriger. Maintenant, on corrige très facilement avec quoi? Parce qu'on a du fer injectable en perfusion. Tac, on lui fait quelques séances et on remonte très rapidement la réserve en fer. Alors après, il faut passer à l'érythropoïétine de synthèse. Alors, on a la thrombopathie pour laquelle on ne peut pas faire grand-chose, sauf qu'il faut donner de l'érythropoïétine. Alors, pour les vaccins, le déficit immunitaire est modéré, c'est ce qu'on appelle les bas répondeurs au vaccin. Un IRC, quand vous voyez, quand vous essayez de le vacciner contre la grippe, l'hépatite B, le Covid, après vous faites la titration, vous avez trouvé que les anticorps sont très bas. Donc vous faites un rappel. Dès que vous refaites encore la titration, ils sont bas, et vous faites les rappels jusqu'à ce qu'ils augmentent.
Alors, la vaccination, normalement, regardez la dernière phrase, elle se fait déjà dès le stade 3, parce que c'est le stade auquel le patient répond. Il a encore de la réponse immunitaire, donc on peut le vacciner. D'accord? Si on dépasse ce stade, il n'a plus assez d'anticorps pour répondre à n'importe quel vaccin. N'importe quel vaccin. D'accord? C'est ce qu'on appelle les bas répondeurs. Alors, pour la grippe, il faut bien sûr le vacciner contre la grippe parce que c'est un facteur de progression. Le pneumocoque s'il y a une greffe à l'issue et l'hépatite B parce qu'elle est très contagieuse en hémodialyse. Les troubles hydroélectrolytiques tardifs, on a le bilan de l'eau et du sodium. Alors au départ, c'est un défaut de concentration des urines. Donc le patient va uriner beaucoup, polyurie, d'où les premiers stades. Après, quand il évolue, au 4 par exemple, 4, 5, il va y avoir un défaut de dilution. Ça veut dire qu'il va concentrer ses urines. Il va devenir oligoallurique. D'accord? Alors, donc la prévention, c'est d'éviter les apports hydrosodés majeurs. Alors le bilan du potassium, c'est l'hypercalémie. Elle est favorisée par l'acidose, bien sûr, les médicaments. La prévention se fait par la restriction des apports riches en potassium. Bon, le potassium existe dans tout ce qu'on mange, mais particulièrement dans les fruits secs et dans les fruits. Il y a des fruits qui sont plus riches que d'autres. Hein. Bananes, les fraises, les fruits rouges, les abricots, les raisins, à peu près tout. Donc, on leur demande de manger un petit peu, pas trop. Mais s'ils mangent un peu trop, pour être sûr qu'ils ne vont pas faire d'hypercalémie, pour ne pas faire un arrêt cardiaque, on leur donne la substance qu'on appelle le caïxalate. C'est une poudre qui existe. Elle est vendue en pharmacie, elle existe dans les centres. C'est-à-dire, on leur donne dans la... C'est une poudre qui va devenir gélatineuse. Ça devient comme un gel, comme de la gélatine. Quand ils l'avalent au milieu du repas ou après le repas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un potassium et elle va lui donner 3 sodiums ou 2 sodiums. D'accord? Donc elle va prendre le potassium et elle va l'évacuer par les selles. Et si, alors, pour le résicali qui n'existe pas en Algérie, mais il existe ailleurs, alors il prend un potassium et il donne du calcium. Ça, c'est encore meilleur, en fait. Alors, les autres complications, elles sont digestives, nausées, vomissements, saignements occultes, comme on a dit. Gastrite, elle existe chez tout le monde ici, tous comme on est. La maladie ulcéreuse aussi. Alors, neurologique, c'est les crampes. Les crampes, quelles sont les étiologies des crampes? Hypocalcémie, déshydratation. Oui, ça rentre dans la déshydratation. Hypomagnésémie, zéno. Non. Bonjour. J'ai bientôt fini. 5 minutes. C'est l'ischémie. Les ischémies. Alors, les neurologiques, c'est surtout pendant le sommeil avec des jambes sans repos et l'insomnie, polynévrite sensitive ou motrice ou sensitive ou motrice et l'encéphalopathie urémique et hypertensive. Cardiaque, ce qu'on craint le plus, c'est la péricardite urémique parce que c'est la tamponnade. Le traitement de suppléance, bien sûr, c'est l'information du patient, précaution à prendre. Le début du traitement de suppléance selon des critères cliniques et biologiques, on le verra demain, Inch'Allah. Éviter la dialyse en urgence parce qu'il y a une morbimortalité accrue du fait du syndrome infectieux. Ça, on le verra demain. Heureusement qu'il y a une suite demain.